Roi moins homme plus femme. A priori, il ne s'agit clairement pas d'une addition mathématique. Le puriste dirait même sans doute que ces opérations n'ont strictement aucun sens. Mais je suis prêt à parier qu'une fois son hooliganisme bourbakiste retombé, même ce puriste finira par admettre que cette équation a un résultat évident et que ce résultat est le mot reine. Et si ce calcul était en fait rigoureux? Et si cette soustraction et cette addition avaient vraiment un sens? La dernière fois, on a parlé de Word2Vec, un réseau de neurones construit par Mikolov et ses collaborateurs chez Google. Ce réseau de neurones construit une sémantique des mots en associant à tout mot un vecteur, c'est-à-dire une flèche dans un espace de dimension raisonnable, typiquement de dimension 300. On a vu que Word2Vec cherchait à extraire une représentation compacte du sens des mots à l'aide de techniques qui étaient en fait similaires à celles qu'utilise SVD pour prédire si des utilisateurs de Netflix vont aimer tel ou tel film. Et on a aussi vu que Word2Vec avait la bonne propriété de transformer les mots dont la sémantique était similaire en des représentations sémantiques qui sont des vecteurs presque collinéaires, dans le sens où l'angle entre des vecteurs représentant des mots similaires est très faible. Mais ça, on aurait largement pu s'y attendre. C'était après tout l'objectif de Word2Vec. En revanche, la découverte stupéfiante que Mikolov et ses collaborateurs n'avaient pas anticipée, c'est le fait que la représentation sémantique des mots se manipule de manière conforme à notre intuition de la sémantique. En particulier, d'après Word2Vec, on a bel et bien l'équation roi moins homme plus femme est égal à reine. Ou plus exactement, prenons les vecteurs associés aux mots roi, homme et femme. Chacun de ces vecteurs est une flèche et ajouter un vecteur correspond à suivre le mouvement de la flèche. A l'inverse, soustraire un vecteur correspond à suivre le mouvement inverse de la flèche. Ça devrait normalement vous rappeler des souvenirs de collège. Bref, faisons maintenant roi suivi de moins homme suivi de plus femme. Cette suite de mouvements correspond à un mouvement global qui est le mouvement roi moins homme plus femme. Eh bien, de façon stupéfiante, ce vecteur est à peu près égal au vecteur reine. Incroyable! L'étrange espace des sémantiques construit par Word2Vec semble s'être lui-même doté d'une arithmétique. Et de façon stupéfiante, l'arithmétique de l'espace des sémantiques semble isomorphe à notre intuition de l'arithmétique du sens des mots. C'est vraiment complètement fou. C'est l'une des découvertes les plus stupéfiantes de la recherche en IA. Parce que ça en dit long non seulement sur les machines, non seulement sur nous, mais aussi, il me semble, sur ce que signifie que de penser. Penser, ça semble correspondre à des opérations algébriques dans un espace de sémantique qui est essentiellement indépendant de l'entité qui pense. Ces opérations algébriques semblent être les mêmes que l'on soit humain ou machine. Il semble qu'à isomorphisme approximatif près, il n'y ait qu'une seule façon de manipuler la sémantique. Je vous propose donc de nous arrêter sur l'algèbre de la sémantique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut interpréter cette opération de plusieurs manières. En particulier, on peut considérer que le calcul roi moins homme, qui du coup va être égal à reine moins femme, correspond au concept de royauté. Ou dit autrement, le roi est à l'homme, ce que la reine est à la femme, et cet écart, c'est le principe de royauté. D'ailleurs, on peut alors réécrire notre équation sous la forme royauté plus femme est égal à reine. Ou dit plus simplement, pour devenir reine, une femme doit acquérir le concept de royauté. Une autre interprétation tout aussi intéressante est que le vecteur femme moins homme correspond du coup à un changement de genre. Du coup, roi plus changement de genre d'homme vers femme est égal à reine. En fait, de façon plus générale, le changement de genre d'homme vers femme, qui est égal à femme moins homme, est aussi égal à reine moins roi, à mathématicienne moins mathématicien, à championne moins champion, et ainsi de suite. Et ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il ne s'agit absolument pas là d'un cas isolé. De la même manière, si l'on effectue le calcul meilleur, moins bon, plus mauvais, on obtient le vecteur pire. Ou plus bêtement encore, si on fait le calcul chat au pluriel moins chat au singulier plus chien au singulier, on obtient le vecteur chien au pluriel. Alors dit comme ça, ces opérations algébriques, ces additions et ces soustractions peuvent paraître très mystérieuses. Mais d'un point de vue physique, ça correspondrait tout simplement dans nos cerveaux à une superposition de plusieurs types de signaux au niveau des neurones très profonds. Typiquement, l'activation d'un ensemble de neurones pourrait correspondre au concept de royauté, celle d'un autre ensemble de neurones à celui de femme, et la superposition des deux signaux à celui de reine. Alors on pourrait croire qu'il s'agit là d'un tour de magie spécifique à Word2Vec. Eh bien non. Ce qui est vraiment ahurissant, c'est qu'il ne semble pas s'agir là d'une spécificité d'un algorithme de machine learning en particulier. Plus stupéfiant encore, ces propriétés arithmétiques de la sémantique, on les retrouve également dans la sémantique des données brutes, autres que du texte. C'est ce qu'ont montré des chercheurs d'Indico Research et de Facebook en 2016. Ce qu'ils ont fait, c'est d'abord construire une représentation sémantique des images à l'aide notamment de réseaux de neurones de convolution profond et d'un modèle adversarial génératif. On parle de DCGAN et je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui parce qu'on en reparlera plus tard dans cette série.
Bref, les chercheurs disposaient ainsi d'une façon de calculer la sémantique des images qui, comme dans le cas des mots et des films, correspond à une fonction d'un espace de très grande dimension vers un espace de dimension plus raisonnable. Et ils disposaient également d'une fonction inverse qui prend des vecteurs de sémantique et génère des images réalistes conformes aux vecteurs de sémantique. Et puis ce qu'ils ont fait, c'est prendre plein d'images de femmes avec un sourire, ils ont calculé les représentations sémantiques de ces images et ils ont pris la moyenne des vecteurs ainsi obtenus. Intuitivement, ce vecteur moyen est la représentation sémantique d'une femme qui sourit. Et puis ils ont fait la même chose avec des femmes dont l'expression faciale était neutre et avec des hommes dont l'expression faciale était neutre. On a alors trois vecteurs de sémantique qui représentent respectivement les concepts abstraits de femme qui sourit, femme avec un visage neutre et homme avec un visage neutre. Et j'imagine que vous voyez où je veux en venir. Les trois chercheurs effectuèrent ensuite l'addition vectorielle femme qui sourit moins femme neutre plus homme neutre. Ils ont ainsi obtenu un vecteur qui intuitivement devrait représenter le concept d'homme qui sourit. Et oui, ce fut le cas. Et pour le vérifier, les trois chercheurs ont généré des images conformes à la sémantique de ce vecteur. Et bien sûr, ils ont fait d'autres expériences de la sorte, notamment ils se sont amusés à faire le calcul homme avec lunettes moins homme sans lunettes plus femme sans lunettes, et ils ont obtenu femme avec lunettes. Et je tiens à insister que les additions en jeu sont bel et bien des additions de sémantique et pas des additions d'images. En effet, si on fait ces opérations directement sur les luminosités des pixels des images, on obtient vraiment n'importe quoi. De façon stupéfiante, l'addition vectorielle de la sémantique des intelligences artificielles est en fait parfaitement en phase avec notre intuition de l'addition vectorielle de la sémantique. Alors, les sceptiques parmi vous vont sans doute dire que les résultats sont quand même pas tip-top. Mais il s'agit là de résultats qui datent de janvier 2016, c'est-à-dire d'il y a plus de 2 ans, ce qui correspond un peu au Moyen-Âge de la recherche en intelligence artificielle. À titre de comparaison, le genre d'images générées par les IA d'aujourd'hui, ou plutôt fin 2017, ça ressemble à ça. Et oui, cette image, c'est l'image d'une fille qui n'existe pas, si ce n'est dans l'espace de sémantique d'une intelligence artificielle. C'est quand même complètement fou de se dire ça. Et ce que je trouve plus stupéfiant encore que là où on en est aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle on a progressé au cours des dernières années. Et vu la vitesse de ce progrès, ça paraît difficile de ne pas parier sur des avancées toujours plus spectaculaires, voire révolutionnaires, dans les années à venir. Et si je vous dis ça, c'est pour vous teaser les prochains épisodes à venir qui parleront des impacts sociétaux et des énormes dilemmes éthiques et moraux que vont poser et que posent déjà les intelligences artificielles. Mais pour revenir à cet épisode, j'aimerais revenir brièvement sur l'analyse du langage et essayer d'imaginer vers quoi pourrait se diriger la recherche de la création de sémantique des textes. Pour commencer, je tiens à insister sur le fait que, à ma connaissance, pour l'instant les intelligences artificielles elles sont pas mal pour comprendre le sens des mots, mais elles ont encore énormément de mal à comprendre le sens des phrases et encore plus pour celui d'un paragraphe ou d'un livre. Dans un cours au Collège de France, le neuroscientifique Stanislas Dehaene suggère que l'apprentissage de la grammaire est une étape incontournable à l'apprentissage de la lecture. Et d'ailleurs, les bébés semblent particulièrement brillants pour apprendre une notion intuitive et inconsciente de cette grammaire. Après tout, quand on veut déterminer si le mot « déterminer » dans cette phrase que je viens de dire doit finir par « er » ou par « et », on a tendance à le remplacer par le mot vendre ou vendu. Donc dans mon cas, je dirais plutôt on veut vendre et pas on veut vendu. Du coup, ça ferait déterminer ER et pas et. Eh bien, ce petit exemple montre très bien deux choses. La première, c'est que le contexte permet de structurer la sémantique. La seconde, c'est qu'on sait intuitivement et inconsciemment quelle est la bonne sémantique à utiliser au bon moment. On sait qu'il faut utiliser un verbe à l'infinitif après le verbe vouloir. Mais on est assez mauvais pour l'anticiper de façon consciente. Et ça suggère que notre appareillage inconscient pour traiter le langage est incroyablement puissant et efficace et qu'il suffit sans doute de l'imiter pour observer des progrès spectaculaires chez les intelligences artificielles. Malheureusement, on comprend encore très mal le fonctionnement de notre inconscient, mais la recherche avance et elle avance très vite. Une autre chose plus fascinante encore que suggère Dehaene, en s'appuyant notamment sur les travaux de Smolensky, c'est que le rôle grammatical d'un mot pourrait être encodé dans nos cerveaux via une sorte de produit tensoriel. Il se pourrait ainsi que nos cerveaux usent d'outils algébriques extrêmement puissants pour traiter inconsciemment le langage. Ainsi, quand je dis que je veux déterminer quelque chose, votre cerveau a sans doute très rapidement conclu que les mots quelque chose correspondent au complément d'objet direct du verbe déterminer. Et que du coup, c'est bien moi qui veux déterminer quelque chose et pas quelque chose qui veut me déterminer. Il y a fort à parier que pour vraiment progresser, l'intelligence artificielle devra maîtriser la grammaire des langues qu'elle cherche à comprendre et que cette maîtrise de la grammaire correspondra elle aussi à des opérations algébriques. Autre chose notable, l'idée d'exploration dynamique de l'espace des sémantiques que permet notamment la lecture d'un roman semble correspondre assez naturellement au concept algorithmique de Hidden Markov Models.
L'idée est que chaque nouveau mot ou nouvelle phrase va nous faire légèrement changer l'interprétation sémantique du contexte. Mot après mot, le contexte évolue, ce qui correspond à dessiner une trajectoire dans l'espace des sémantiques. Et une belle histoire va typiquement nous faire beaucoup voyager dans l'espace des sémantiques. Enfin, dernière chose, qu'en est-il de la compréhension de tout un livre ? Là, par contre, ça me semble être une question beaucoup plus compliquée qui va nécessiter de comprendre comment gérer optimalement nos mémoires. Mais là encore, les neurosciences nous suggèrent des réponses potentielles, notamment la gestion de plusieurs mémoires à plus ou moins long terme et qui disposent d'elles-mêmes d'une fonction d'oubli. Bon, ceci étant dit, mes remarques de fin d'épisode sont toutes assez spéculatives et j'espère très fortement qu'elles seront rejetées, parce qu'il n'y a rien de plus excitant que de découvrir que le monde est plus subtil et plus riche que ce qu'on imagine. La dernière fois, on avait parlé déjà de sémantique avec notamment Word2Vec et je vous avais essayé d'imaginer une intelligence artificielle qui lirait tout Wikipédia. Est-ce qu'elle aurait une compréhension de la peur qui soit la même, d'une certaine manière, que celle des humains, en tout cas isomorphisme près, comme on aime le dire en mathématiques. Et Quentin Marais a fait le lien avec le cas de Marie, qui est une expérience de pensée en philosophie, où on imagine un personnage, Marie, qui se documente et qui lit énormément de choses, donc comme une IA qui lirait que le texte de Wikipédia, disons, et Marie vit dans un monde où tout est en noir et blanc, et d'un moment, dans un laboratoire, disons, et à un moment, elle sort de ce laboratoire, elle voit des images, enfin, elle voit les couleurs pour la première fois, et on peut se demander si elle découvre quelque chose, sachant qu'elle a lu avant cela énormément sur les couleurs et qu'elle est devenue une experte des couleurs. Est-ce qu'en étant vraiment exposé à la couleur, on n'obtient pas quelque chose de nouveau ? Alors souvent, ce genre d'argument est utilisé pour défendre l'existence de qualia, notamment dans le cerveau humain, notamment une différence entre comprendre et ressentir, typiquement. On y réfléchit d'un point de vue algorithmique, ce qui se passe, c'est un peu qu'on a connecté Marie à un tout nouveau jeu de données avec des types de données qui n'existaient pas avant, puisque voilà, les cônes de ses yeux n'avaient pas été activés avant, donc il y a tout un nouveau flux de données qui n'existait pas avant, donc forcément c'est quelque chose de nouveau et d'une certaine manière il faut encore connecter ce flux à la partie du cerveau qui comprenait les notions de couleur, et a priori elles ne sont pas connectées parce que Marie n'a pas eu l'occasion de connecter, d'avoir ces neurones qui sont excités et du coup de connecter ça à son cerveau. Mais ceci étant dit, ce que je parierais, c'est que si vraiment Marie a vraiment bien étudié les couleurs et notamment lu ce que les gens disaient des couleurs du monde extérieur, tout ça, et qu'elle ait notamment réussi à faire preuve d'empathie en imaginant comment les personnages ont ressenti les couleurs, même si elle ne les a jamais vus, elle peut essayer d'imaginer, voilà, tel truc est toujours rouge, tel truc est toujours vert. Et mon pari, c'est qu'une fois qu'elle sera exposée à ce monde extérieur, à ces nouveaux flux de données, au début, bien sûr, elle ne saurait pas comment l'interpréter, ce genre de nouvelles données, donc par rapport en tout cas à ce qu'elle a appris des couleurs, du coup, ce serait juste des nouvelles sensations qu'elle n'a jamais connues avant. Mais petit à petit, elle pourrait réussir à faire le lien avec ce qu'elle a appris avant et à connecter en fait, et d'une certaine manière ce qu'elle savait des couleurs sera utile et lui permettra de faire le lien avec ces sensations de couleurs. Et ça, c'est un peu, si vous réfléchissez, ce qui se passe quand je sais pas, on fait du vélo pour la première fois depuis 20 ans. D'une certaine manière, on a toute une partie de notre cerveau qui sait faire du vélo, mais quand on est sur le vélo tout au début, cette partie du cerveau n'est pas forcément activée et du coup, on n'est pas assez réactif par rapport à nos sensations sur le vélo et on redécouvre d'une certaine manière le vélo, mais tout à coup on peut faire le lien entre ce qu'on savait du vélo et les sensations qu'on est en train de ressentir sur le vélo. Et quand ce lien est fait, finalement, tout est réactivé, on comprend à nouveau le vélo. Et je parierais qu'il se passe quelque chose d'assez similaire avec Marie. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie vers une excellente vidéo, mais vraiment une vidéo vraiment incroyable, de Smarter Everyday, où notamment il apprend à faire du vélo à l'envers. Et ouais, il y a vraiment ce déclic à un moment où on a la partie du cerveau qui connaît en gros la théorie ou qui était habitué à savoir le faire, mais qui n'est pas activé. Et quand on arrive à faire le lien entre les données sensorielles et cette partie du cerveau, bah, il y a un déclic et puis finalement, c'est comme si on avait toujours su faire du vélo. Cacao nous demande comment je définis vraiment la sémantique. Bon, en fait, c'est comme l'intelligence artificielle ou l'intelligence ou la conscience ou ce que vous voulez. Toutes ces notions, en fait, elles sont extrêmement floues quoi, de base et c'est extrêmement difficile de savoir ce que ça signifie. Et c'est même pas sûr qu'une définition rigoureuse tienne en un livre de 500 pages. Et même si on arrive à faire tenir ça dans un livre de 500 pages, on serait pas tous d'accord sur ce que ça signifie. Donc voilà, donc c'est des mots très très flous, comme la notion de comprendre. Il faut renvoyer notamment vers la conférence que j'ai donnée la semaine dernière. Ce sont des notions extrêmement floues et c'est très difficile d'oser
les définir rigoureusement. Je pense que ça n'a même aucune utilité. Ce que je trouve par contre assez intéressant, c'est qu'on a une notion intuitive de ce que ça peut vouloir dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir une version rigoureuse, parce que là, ce dont je vous parle en sémantique des IA, c'est des fonctions très bien définies algorithmiquement, c'est des trucs, voilà, c'est des fonctions. Et on peut essayer de voir si ces objets formels, du coup, coïncident à peu près, dans quelle mesure en tout cas ils coïncident avec des notions intuitives qu'on pourrait avoir de ces notions. Et d'une certaine manière, est-ce que ces notions du coup plus formelles ne seraient-elles pas plus fiables, plus rigoureuses que nos notions intuitives, que ceux que sont, je sais pas, la sémantique, l'intelligence, tout ce que vous voulez. Donc forcément, ça laisse un énorme flou, mais c'est un flou qui me semble à la fois incontournable et pas forcément rédhibitoire pour avoir des pensées pertinentes, intéressantes, amusantes sur tous ces sujets. La dernière fois que j'avais parlé de cette traduction automatique entre le français et l'anglais, apprise sans exemple de traduction mot à mot, et du coup Valentin Bilot nous demande s'il suffit d'avoir plein de textes dans un langage et plein de textes dans un autre langage pour apprendre des traductions de l'un à l'autre. Et au final, si vous y réfléchissez, c'est comme ça que fonctionnent les linguistes. Ils analysent beaucoup de textes et voilà, parfois sur certaines langues très anciennes, ils n'ont pas forcément d'exemple de traduction mot à mot. Et du coup, essayer de trouver des contextes. Bon, alors, je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent, je ne suis pas du tout un expert de ces questions. Mais la réponse, c'est qu'a priori, c'est possible que ce ne soit pas si différent et que certaines structures grammaticales récurrentes notamment correspondent à, finalement d'une langue à l'autre. Alors, ceci étant dit, dans le cas de la traduction du français à l'anglais, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de ressemblances, notamment grammaticales, entre le français et l'anglais qu'entre le français et le vietnamien, par exemple, ou des langues plus farfelues, plus bizarroïdes. Mais toutes ces réflexions sur la sémantique, notamment la sémantique des images, parce que là, la sémantique des images, c'est quand même quelque chose qui est moins conventionnel a priori, ça suggère que, d'une certaine manière, il y a des compressions des données avec une structure algébrique en plus, qui sont assez indépendantes en fait de la personne qui pense selon ces données. En tout cas, mon pari, c'est que voilà, si on prend une langue ancienne, il y aurait sans doute une façon d'interpréter au moins partiellement avec un certain degré de fiabilité, pas forcément très élevé, mais plus que le hasard, ce que signifie le texte ancien et comment on pourrait le traduire dans une langue plus moderne. Mais bon, bien sûr, tout ce que j'ai dit là est très spéculatif et il faudrait vraiment que quelqu'un fasse ses expériences pour en savoir beaucoup plus et j'espère être surpris. Nitro demande si un humain avec beaucoup de temps et de patience qui lirait tout Wikipédia pourrait faire mieux qu'une IA qui fait de la même sorte. Donc voilà, c'est une question assez intéressante. Aujourd'hui, je pense que l'humain fait largement mieux. Je pense que dans le futur, avec les IA qui progressent, et vu la vitesse à laquelle ils progressent, si elles atteignent un niveau surhumain, elles feront mieux que les humains. Après, j'ai envie de réagir à cette question, c'est parce que lire tout Wikipédia, ça prend énormément de temps. Donc Wikipédia aujourd'hui, je crois que c'est quelques gigaoctets, donc ça fait des milliards de mots en gros. À titre de comparaison, une vidéo Sense for All, là, la partie principale de la vidéo, c'est 2000 mots à peu près. Donc voilà, je pense que en gros, dans une journée où je lis beaucoup, je lis peut-être 10 000 mots. 10 000 mots, je pense que c'est pas mal pour une journée de lecture. Bon, parfois il y a des jours où je lis beaucoup plus, mais des jours où je lis beaucoup moins. Mais bon, une moyenne de 10 000 mots par jour, ça fait déjà pas mal. Et du coup, si j'essaie de lire tout Wikipédia à un rythme de 10 000 mots par jour, il me faudrait, j'aurais dû faire les calculs à la main, je devais faire de tête. Il me faudrait du coup 100 000 jours. Et 100 000 jours, c'est beaucoup, ça représente plusieurs siècles. Du coup, un humain qui lit tout Wikipédia, en fait, c'est mort. On n'a pas le temps de lire tout Wikipédia, c'est juste trop gros. Et ça, c'est quand même une énorme différence entre les IA et nous. Enfin, je vais revenir très rapidement sur l'ACP, où j'avais dit notamment dans les commentaires des vidéos précédentes que ça posait d'énormes problèmes si les unités étaient très différentes et du coup on avait des variations qui étaient complètement différentes selon les différentes coordonnées. Il y a un moyen de résoudre partiellement ce problème qui consiste justement tout simplement à renormaliser les différentes directions de sorte que les variations typiques selon chaque direction sont égales à 1. Alors a priori, ça paraît un peu débile de faire ça puisque du coup on normalise tout de la même façon, du coup à quoi sert l'ACP qui consiste justement à identifier les directions principales. En fait, si, ça reste utile puisque ça permettrait de reconnaître des directions qui sont en fait très corrélées les unes aux autres. Donc si on a deux directions qui sont parfaitement corrélées, eh bien le nuage de points sera selon la diagonale de l'espace. Et du coup, si je fais l'ACP sur ça, l'ACP me dira de projeter selon la diagonale et on verra qu'il n'y a qu'une seule direction en fait de variation des données. Ça me permettrait en fait d'enlever
des dimensions qui sont redondantes, en fait, qui correspondent déjà à d'autres dimensions. Ce qui est amusant, c'est que de façon équivalente, ça correspond en fait à étudier non pas la matrice de covariance, mais la matrice de corrélation qui contient les corrélations entre les différentes coordonnées. Donc en effet, tout ça, c'est assez pertinent, mais ça aussi ses limites. Dans le sens où déjà, c'est moins bien que si on avait vraiment un espace vectoriel où chacune des dimensions correspondait à des trucs vraiment avec les mêmes unités, et du coup, ça permettait vraiment d'identifier les directions pertinentes. Et un autre problème que ça pose, c'est que du coup, la CP dépend énormément de ceux qu'on choisit de mesurer. Typiquement, si on choisit de mesurer beaucoup de choses qui sont très corrélées, eh bien, le truc qui correspond à ce qui est mesuré par pas mal de choses corrélées va avoir une importance qui est exagérée par cette ACP sur la matrice de corrélation ou sur les dimensions normalisées. Bref, tout ça pour dire que l'ACP a quand même ses limites. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va continuer un petit peu avec ces histoires de sémantique en continuant à parler de la sémantique des images. Et notamment, on verra enfin une définition rigoureuse de ce qu'est un chat, en tout cas un chat dans une image. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Le robot ne sait absolument pas faire la distinction entre une phrase dite normale et une expression figée. Les carottes sont cuites, the carrots are cooked. Une opinion qui est inexprimable dans mon langage et du même coup une opinion que je ne peux pas penser. Comme disait Wittgenstein, les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde.